Bonjour Philippe. Bonjour Ryan. Ouais, on est là pour présenter CrowdSec et on a une petite série de questions et tu vas y répondre un petit peu et puis on va pouvoir avancer sur l'utilité de l'outil que vous proposez. Comment évaluer si une source de threat intelligence est fiable et actionnable, surtout quand tout le monde prétend avoir les meilleures données? Ouais, ça c'est une question un petit peu en deux parties. Il y a déjà la partie est-ce que c'est fiable? Fiable, ça veut dire que tu as une certitude sur ce que tu diffuses à tes utilisateurs. Alors déjà, la threat intelligence, il y a les IP, il y a les domain names, il y a les TTP, il y a les hash, les binaires, etc. Nous, on traite des IP, c'est-à-dire on traite des IP qui rentrent et qui essaient d'agresser tes workloads qui sont présents sur Internet, qui exposent des services. Première chose. Donc, sur les IP, on est 5, 6 sources primaires dans le monde, pas plus. C'est-à-dire qu'ils sont capables de collecter elles-mêmes les données, de les raffiner, de les traiter, et de leur donner un niveau de certitude suffisant pour que tu puisses bloquer sans générer de faux positifs. Alors pourquoi c'est compliqué? Déjà parce que une donnée comme une IP, ça change beaucoup dans le temps. Donc il y a une durée de vie qui est très faible pour cette donnée. Donc quand tu as des sources de données qui te disent que une IP est pourrie depuis très longtemps ou il y a très peu de renouvellement, tu peux dire qu'elle est pas très fiable et que tu vas pas injecter ça dans ton firewall ou sur ton CDN, tu vois. La deuxième chose, c'est quand ils te disent tous qu'ils ont les meilleures données, le meilleur moyen, c'est de faire des tests et de comparer, ou d'avoir des gens qui ont fait ces tests sérieusement et qui soient reproductibles. Donc, la plupart du temps, c'est comme ça que procèdent nos clients. Et ils se rendent compte assez vite que déjà, il n'y a pas de faux positifs, et ensuite qu'effectivement, ça réduit considérablement les attaques. Ouais. Ok, merci. La threat intelligence est censée aider à anticiper les attaques. Alors pourquoi les SOC continuent-ils d'être submergés par des incidents? Bon, alors là, on est un peu dans le syndrome de l'assureur, en fait. C'est-à-dire que la sécurité informatique, c'est un peu une assurance. C'est je conduis dans la rue et si j'ai un accident, bon bah je suis protégé, mais la plupart du temps, j'ai pas d'accident. Alors en sécurité informatique, la plupart du temps, tu as des incidents, mais ceci dit, quand on vend de la sécurité, on vend de l'assurance, on vend le fait que tu n'auras pas d'accident. Et donc quelque part, c'est dur à chaque fois de claquer un ROI sur chacune de tes actions. Et comme les boîtes sont un peu stressées économiquement et environnementalement en ce moment, elles sont en mode bon, chaque euro doit avoir en face une ligne de gain. Donc jusqu'ici, on avait tous un peu de mal à dire combien ça représentait. Maintenant, on a des études assez fiables qui expliquent les gains que tu peux espérer avec un thread feed. Et donc, du coup, comment tu vas alléger ton SOC. Et en moyenne, dans une boîte qui fait 1000, 2000 personnes, tu vas économiser 2 personnes au SOC avec une source fiable que tu aurais par ailleurs employé si tu avais tout le temps toutes tes alertes qui arrivaient jusque chez toi. Alertes qui pour la plupart sont bénignes. 90% d'entre elles sont totalement bénignes. Donc, il faut enlever ce bruit pour les laisser se concentrer sur les choses importantes. Et c'est une techno qui, mine de rien, est un peu nouvelle. Donc, ouais. Ok. CrowdSec prône l'intelligence collective. Pourquoi les entreprises hésitent-elles encore à partager leurs données de menace? Alors, pour être très sincère, elles hésitent pas trop, en fait. C'est-à-dire que nous, on collecte très peu. On collecte le timestamp, l'IP qui t'a attaqué et le mode d'attaque qu'a utilisé l'IP. Donc, le comportement qu'elle a eu. Donc, en fait, on n'exporte pas les logs. Donc, partant de là, et puis parce qu'on respecte le RGPD, ça veut dire que la plupart des gens, la très grande majorité des utilisateurs de CrowdSec partagent les données avec nous. S'ils veulent pas, c'est OK. Ça a une contrepartie qui va être qu'on va être moins précis pour eux, mais je crois qu'on va y retoucher dans pas longtemps. Donc, la plupart du temps, maintenant, elles ont plus trop de problèmes à partager ce qu'on appelle les IOC, les méta de leur attaque. Par contre, elles ne veulent pas partager leurs logs, ce qui paraît bien légitime, surtout au point de vue RGPD. Ok. Toutes les entreprises disent utiliser de la threat intelligence, mais en réalité, qui l'exploite vraiment en ce moment? Alors, les grands comptes, très, très clairement, tous les CAC 40, voire même le SBF 250, les boîtes américaines du NICE, etc. Toutes les boîtes, en gros, de plus de 10 000 personnes, elles ont toutes des threat intelligence internes, des feeds auxquels elles sont abonnées. Et le problème qu'elles ont, c'est pas tant qu'elles en consomment ou qu'elles en consomment pas, c'est comment elles vont les rendre efficaces et utilisables. Parce que quand ils disent, moi, je suis abonné à 3 feeds, j'ai plein d'informations, certes, mais c'est dur de justifier le coût. Donc, si tu dis, moi, j'ai un impact tout de suite sur réduction du nombre de temps plein qui vont passer du temps à étudier tes alertes, réduction de la charge de ces serveurs, réduction du nombre d'attaques, réduction du nombre de loglines dans ton SIEM, etc. Tout de suite, tu es beaucoup plus achetable, tu es beaucoup plus bankable que quand tu es juste dans l'information. L'information seule en ce moment en cyber, ça vaut, mais ça vaut que si tu es énorme. Si tu es un gouvernement, quoi. Si tu es même à la taille des banques, on est déjà dans un mode où on te dit, bah, moi, l'information, ça ne me suffit pas, il faut qu'elle ait un ROI. Et pour avoir un ROI, tu n'as pas le choix. Il faut en passer par cette efficacité.
Et les petites boîtes veulent pas de threat intelligence, elles veulent directement de la défense. Tu vois, les SMB jusqu'à 1000, 5000 personnes, ils veulent être défendus. L'IT, c'est pas leur boulot, c'est juste un outil. Il faut juste pas qu'il y ait un feu de poubelle qui parte quelque part parce que voilà, c'est un outil qui est précieux, mais ils font pas de l'IT pour l'IT, tu vois. Donc, CrowdSec répond à cette problématique, entre autres. Ouais, on a divisé en deux, c'est-à-dire qu'il y a un bucket où on te donne des blocklists qui vont, enfin, on te demande des blocklists qui vont te protéger tout de suite, là, maintenant. Ça va réduire tes coûts, ça va réduire tes alertes, tes attaques, tout ça, et c'est quantifiable. Et puis, pour les très gros comptes, on a la CTI qui est complète, où tu as plein de détails sur quand est-ce qu'on a vu les IP la première fois, la dernière fois, qu'est-ce qu'elles font comme type d'attaque, quel pays elles attaquent, quelle verticale industrielle elles attaquent, etc., etc. Mais encore une fois, c'est pas vraiment le même segment de clientèle. Ok. Peut-on avoir une bonne threat intelligence sans partager ses propres données? Est-ce un modèle viable à long terme? Alors, dans ce qu'on entend classiquement derrière le mot CTI, t'as pas forcément besoin de partager ta data dans le sens où tu as de l'info sur ce qui se passe dans le monde avec ton feed de threat intelligence et c'est tout. Mais quand on fait des blocklists, on est capable de te les faire sur mesure. Donc, si tu es capable de nous informer sur ce que tu reçois comme attaque, on est capable de mieux t'informer sur qui tu devrais te défendre, contre qui tu devrais te défendre. Je vais donner un exemple assez simple. Si tu es une boîte, par exemple, de healthcare, je protège ton système. Si tu partages avec moi les attaques que tu reçois, je suis capable de te dire, tiens, ces IP, je les ai aussi vues là, là, là et là dans d'autres hôpitaux, par exemple. Et donc, toutes celles que je vois chez les autres hôpitaux, elles sont susceptibles de venir chez toi aussi. Donc, je vais étendre ta couverture de blocklist parce que je sais que tu es dans le healthcare et parce que je sais que tu as eu ces attaques, ce que je pourrais pas faire si tu partages rien avec moi. Donc, en gros, l'idée derrière CrowdSec, c'est évidemment un peu un pétrole contre nourriture, tu vois. Tu me donnes le signal, je te donne le software, super. Mais en retour, je suis capable de mieux qualifier ce que je te donne, de le faire un peu sur mesure parce que tu me dis un peu mieux aussi par qui tu es attaqué et que moi, je peux anticiper, notamment avec des IA et du greffe AI, qu'est-ce qui va t'attaquer demain. Donc, le partage dans ce sens est une valeur qui t'aide et pas uniquement un payback pour nous, quoi. Très bien. Quelle est la part réelle de la threat intelligence dans la réduction des temps de détection et de réponse aux incidents? Alors, la threat intelligence, sous le sens blocklist, énorme. Énorme. C'est-à-dire que, en général, à l'entrée, tu vas réduire tes attaques de 92%. C'est ce qu'on voit. C'est-à-dire 92%, tu peux les bloquer grâce à la réputation des IP et 8% des attaques, tu devrais les bloquer à cause de leur comportement. Pour tes comportements, c'est le Security Engine de CrowdSec, ok. T'as pas forcément le temps ou l'envie de le faire, c'est comme tu veux. Il y a 300 000 machines dans le monde qui le font. Tu le fais pas, c'est à toi de voir à ton rythme, c'est de l'infrastructure, ça peut prendre du temps. Les blocklists, tout de suite, c'est 92% qui dégagent au niveau du firewall. Donc, ça te coûte zéro en plus. C'est-à-dire, dire non au niveau réseau, ça te coûte zéro en ressources. Alors que dire non downstream, tu vois, sur l'applicatif web, ça va coûter de la database, du CPU, de la RAM, du réseau, du machin. Donc, c'est beaucoup plus coûteux. Donc, c'est pour ça qu'on incite beaucoup les clients à bloquer directement au niveau des edge components, les CDN, les firewalls, les load balancers, les reverse proxy, parce que c'est là où ils ont le plus gros gain, en fait. Ok. Et les cybercriminels connaissent aussi la threat intelligence. Comment éviter de jouer une partie où ils sont toujours à un coup d'avance? Comment on peut faire ça? Ouais. Alors, structurellement, on y a pensé à ça en se disant, mais du coup, les cybercriminels, ils peuvent utiliser notre application pour voir si leurs IP rentrent dedans. Ok, fine. Ils savent que leur IP est grillée. So what? Ça change pas le problème, en fait. Imagine, ils utilisent pas CrowdStrike, ils se rendent compte que leurs attaques passent plus parce qu'ils ont été blacklistés. Ils vont changer d'IP. Ils utilisent CrowdStrike et ils voient que leur IP a été blacklisté. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer d'IP. Donc, en fait, ça change pas leur problème à eux. Nous, notre boulot, c'est de déglinguer la quantité d'IP qu'ils peuvent utiliser pour ralentir considérablement leurs opérations, voire les stopper. Et donc, du coup, quand tu as vidé le pool, qu'ils le sachent très tôt ou qu'ils le sachent plus tard, ça change pas le fait que de toute façon, ils sont devenus inoffensifs. Donc oui, ils peuvent savoir qu'ils ont été bloqués. Non, ça change pas grand-chose qu'ils puissent le savoir, en fait. Ok. Avec toutes ces sources disponibles, OSINT, CTI commercial, communautaire, gouvernemental, comment éviter le bruit et ne garder que l'utile? Ouais, alors, ce qu'il faut, je pense, c'est un point que beaucoup de ciseaux commencent à évaluer, c'est quelle est la vraie menace. C'est-à-dire que tu as la menace, Jean-Claude a cliqué sur le mauvais lien dans son mail, et il a téléchargé un ransomware et ça fait un feu de poubelle dans le garage et on veut pas que ça prenne toute la boîte. Donc, le phishing classique.
Alors les études sont assez contradictoires là-dessus, mais en moyenne, si tu prends une moyenne des études entre IBM, Gartner, Data Breach Report, Verizon, etc., en gros, c'est à peu près 40% des attaques qui sont envoyées qui passent par ces vecteurs humains de phishing. Okay, il y a une dizaine de pourcents, peu ou prou, qui sont du close contact, donc clé USB, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, machin. Et le reste, c'est entièrement de la surface exposée sur Internet. Donc, c'est des services, c'est du cloud, du container, c'est des choses que du SaaS, du PaaS, du IaaS, des machines que tu fais tourner qui reçoivent du trafic public. Donc, c'est là où il faut que tu répartisses ton budget intelligemment et que tu colmates en fait tes risques aux différents endroits. Nous, on protège la surface exposée. Il y en a d'autres qui protègent les utilisateurs contre les domain names pourris, les C2, les ransomware, c'est en gros le boulot des EDR et des threat intelligence qui te donnent des domain names. Et puis, il y a ceux qui te protègent en physique. Nous, vraiment, on protège les serveurs exposés sur Internet et ça protège à peu près 50% de ton risque d'intrusion. Donc, c'est à toi d'estimer après, vu la taille de ta boîte, vu tes coûts, etc., qu'est-ce que ça représente. Mais on sait qu'en moyenne, dans l'industrie, c'est à peu près 3 millions une breach. Donc, quand tu te prends une breach, tu as 50% de chances qu'ils viennent de ta surface exposée sur Internet. Et cette breach, tu as de grandes chances qu'elle te coûte à peu près 3 millions d'euros. Donc, voilà. C'est un héros. Ok. Ouais, complètement. La threat intelligence peut-elle vraiment protéger une entreprise seule ou doit-elle être toujours couplée avec d'autres solutions? Alors, elle protège pas toute seule, non, c'est de la data, donc il faut l'injecter quelque part. La plupart du temps, tu vas utiliser un CDN, un firewall, tu vas utiliser du cloud avec des WAF intégrés ou pas, tu vas avoir un load balancer ou un reverse proxy. Enfin, il y a plein d'infrastructures que tu vas avoir autour. Et le but de CrowdStrike, en l'occurrence, va être d'injecter la data là où tu la veux pour la consommer de la façon la plus efficace possible. Alors, si tu n'as pas la main, par exemple, que tu es un SecOps et que tu n'as pas la main sur les firewalls, tu n'as pas la main sur l'infrastructure, tu as quand même la main sur la façon dont tu déploies tes containers. Tu peux intégrer une ligne et bam, tu as du CrowdStrike dedans, tu vois. Donc, on a des connecteurs pour à peu près tout. Tout est APIisé, donc on a des connecteurs pour la plupart des très grandes marques et même des un peu moins grandes marques du marché. Quand on tombe parfois avec un client sur un truc qui n'a pas été fait ou qui n'existe pas encore, là récemment intégré Datadog, parce qu'on n'avait pas encore la log source Datadog, et on a intégré Cloudflare en mode worker parce qu'avant c'était en mode API et il y avait des limites un peu plus lourdes. Donc on fait évoluer en permanence. Mais en général, quand tu as une infrastructure avec des outils particuliers, on a déjà la couche de connexion avec. Ok. Peut-on réellement passer à l'action avec de la threat intelligence ou est-ce juste un flux d'IOCs qui finissent oubliés dans le CIEM? Oui, alors ça, c'est une super bonne question. En fait, la plupart du temps, la threat intelligence, c'est juste ça. C'est de l'intelligence et c'est pas fait pour être consommé en tant qu'actionnable. On est très, très peu dans le monde à faire de l'actionnable. Pour les raisons qu'on évoquait plus tôt, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un degré de certitude absolue, donc soit un réseau énorme pour te baquer, soit de l'intelligence humaine qui est capable de dire ça, c'est encore valide maintenant, ça ne sera plus dans 2-3 jours, etc. Donc, on fait la différence, nous, beaucoup entre l'actionnable et l'informel. L'informel, c'est important, je ne te dis pas le contraire, hein. Mais l'informel, tu vas pas faire une action dessus. L'actionnable, le but, c'est que tu puisses le mettre directement dans tes composants, filtrer, bloquer, oublier. Ça se consomme facilement et c'est très efficace et tu l'oublies et ça coûte pas très cher au final. Donc, nous, c'est pas vraiment en deux buckets. Les stratégiques threat intelligence, je t'informe sur ce qui se passe dans le monde et ce que tu risques, etc. Fin de cyber, avec des poils jaunes et des taches rouges. Ok, super. Et de l'autre côté, tu as vraiment l'actionnable, c'est bloqué au niveau du firewall, on se fout de qui c'est dangereux, tu bloques, point. Ok. Combien de temps IOC reste-t-il pertinent et exploitable avant de devenir obsolète? Super bonne question. En moyenne, nous, ce qu'on voit en ce moment, c'est 5 à 6% de rotation des IP tous les jours. Beaucoup, pas beaucoup, chacun jugera. Nous, c'est un fait à une grosse échelle. Mais c'est à peu près ce à quoi on s'attendait. On n'est pas tant surpris que ça. Donc c'est une donnée qui est périssable, oui. Et pour la faire, le plus gros problème, effectivement, c'est pas d'ajouter des IP. Ça se fait assez facilement. Le problème, c'est de retirer des IP. C'est de savoir quand est-ce qu'il faut plus les bloquer. Et on a pris une position assez simple là-dessus avec CrowdStrike. On dit voilà, c'est une pression par la foule, par la communauté. Quand la pression diminue, sous un seuil critique, c'est que l'IP, en fait, elle a été nettoyée et qu'elle est plus dangereuse. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On la clean, on la libère et on la laisse réinteragir avec le monde. Par défaut, ça se fait tout seul en 72 heures. T'as rien à faire. Okay. C'est auto-nettoyant, en fait. Ok.
Quels sont les arguments en faveur de la Threat Intelligence open source par rapport aux solutions propriétaires? Alors, nous, on a choisi précisément de le faire open source pour une raison très simple. C'est que la première friction à l'adoption, c'est l'argent. C'est-à-dire que si ça te coûte quelque chose, on va reprendre un cas, le cas de Waze, par exemple. Waze, si ça avait coûté ne serait-ce que 2 euros ou 2 dollars de l'acheter pour le mettre sur ton téléphone, ça aurait jamais aussi bien marché que ce que ça a été jusque-là. C'est parce que c'est gratuit que ça a fait un côté viral. Le but d'avoir une intelligence source comme CrowdSec, c'est qu'elle soit immense, c'est que le réseau soit le plus grand possible. Donc, si tu fais payer ce qui te fournit du signal, c'est contre-productif pour toi. Donc, on se dit au début, il faut qu'on couvre le maximum de protocoles possibles. Donc, l'open source, c'est bien pour ça parce que les gens vont contribuer des scénarios, vont contribuer des parseurs, vont nous aider à couvrir toutes les technologies qu'on ne pourrait pas couvrir tout seul en étant un éditeur de taille raisonnable, tu vois. Et la deuxième chose, c'est qu'on se dit, puisque c'est open source et que c'est gratuit, puisque c'est gratuit en plus, autant le faire open source, autant profiter de l'ensemble de la communauté. Et puis en plus, les gens, quand tu parles de cybersécurité, ils aiment bien savoir ce qu'il y a dans le moteur. Ils aiment bien se dire, waouh, c'est pas un autre SolarWinds in the making où il y a un truc pourri planqué qu'on savait pas. Non, là, tu peux regarder le code. Je veux dire, ça fait 5 ans que le code est en ligne, il n'y a jamais une CVE, une vulnérabilité dessus. C'est-à-dire que déjà, l'équipe est sérieuse, qu'il y a des reviews, etc., et que tu peux le vérifier toi-même. Et d'ailleurs, on a été audité, il y a tas de gens qui ont fait des reviews de code, et je pense que c'est un gage de qualité de nos jours dont il est assez dur de se passer, en fait. Ok, parfait. Y a-t-il un risque de dépendance excessive aux plateformes de Threat Intelligence? Et que se passe-t-il si elles sont compromises ou deviennent inefficaces? Un risque de dépendance, je pense que c'est une bonne dépendance dans le sens où elle t'aide en général. Donc, c'est pas un vrai risque au sens où toi tu risques quelque chose. Peut-être que tu risques que tes prix augmentent, mais ça ira pas beaucoup plus loin que ça. Si la source devient compromise, par contre, là, t'as un énorme problème parce que tu fais confiance à quelqu'un qui te dit, bloque cette data. Et en contrepartie, toi, tu te retrouves à faire un bloc sans vraiment savoir pourquoi, juste parce que tu fais confiance aveuglément à ta source de CTI. Et justement, si elle n'est pas crowdsourcée, si elle n'est pas à grosse échelle, si elle n'est pas open sourcée, tu es un peu dans un domaine où tu es très, très, très dépendant et tu as très, très, très peu de droit de regard. Chez CrowdSec, l'avantage, c'est que quand une IP est bloquée, tu peux savoir pourquoi, depuis quand, où, qui l'a vu. Enfin, tu vois, la justification de pourquoi elle est bloquée est toujours présente. Et à chaque fois qu'on nous a demandé, mais dites-moi, cette IP, elle a été bloquée par erreur, à chaque fois, le mec s'est rendu compte que sa machine était compromise. Il le savait pas. Ah oui, pardon. C'est automatisé, tu vois. C'est pas un humain qui se venge contre toi pour dire, je te mets dans ma blocklist. Non, c'est un système bête, méchant, efficace, qui calcule en permanence la pression de la foule et qui dit, si cette IP elle est autant reportée par autant de diversité, autant de gens différents dans le monde, c'est qu'elle est compromise. Ça peut pas être quelqu'un qui nous influence et qui nous raconte des choses, des fausses informations, tu vois. Ok. Et très bien, mais quelle est la place des analystes humains dans un monde où l'automatisation de la threat intelligence est de plus en plus mise en avant? Alors, je pense que l'humain, il faut l'utiliser là où c'est pertinent. C'est-à-dire que l'humain a cet intérêt de comprendre le contexte beaucoup mieux que la machine. Et c'est là où l'humain est intéressant. C'est-à-dire que moi, je te bloque plein d'attaques. Ok, ça marche super bien, t'es content, etc. Maintenant, tu veux peut-être savoir pourquoi tu as plein d'attaques. Une fois que tu as enlevé le bruit de fond, qui t'intéresse pas, une fois que tu as commencé à voir que c'est des IP, par exemple, j'en sais rien, moi, qui viennent d'Australie, peut-être que tu vas dire, mais attends, pourquoi ces IP spécifiquement? Pourquoi ce protocole spécifiquement? Pourquoi cette application spécifiquement? Moi, mon soft, il sait pas te le dire. Il comprend pas le pourquoi, tu vois, stratégiquement, cet attaquant s'acharne sur toi. Sauf que la grosse différence, ça revient à ta question un petit peu pourquoi les SOC sont submergés d'incidents, c'est une fois que ton SOC, il respire, une fois qu'il arrête de traiter des trucs inutiles et de l'information, genre, oh, yet again, un truc qui fait du bruit. Il va se concentrer sur pourquoi ces IP qui viennent d'Australie s'attaquent spécifiquement à ma page de paiement. Et ça va l'intéresser et il va avoir le temps de le faire. Et donc, je pense qu'il faut être l'humain à ce pourquoi il est bon, c'est-à-dire comprendre et contextualiser une information et surtout pas à ce pourquoi il est mauvais, traiter une très grande quantité d'informations, ce qui est typiquement l'apanage des systèmes automatisés. Ok. La Threat Intelligence versus Compliance, est-ce un outil opérationnel ou juste un moyen de cocher des cases pour les RSSI? Alors, jusque-là, ça a été beaucoup la deuxième. Jusque-là, c'était « vous devez savoir », etc. Dora et NIS 2 changent un petit peu la donne là-dessus. On commence à avoir des demandes crédibles et réalistes de la part du législateur
qui sont de partager tes IOC pour voir si plusieurs sont sous attaque en même temps, de la même façon, par le même acteur, etc. Et donc, du coup, c'est plus juste un truc décoratif, c'est devenu quelque chose, c'est plus une case à cocher, c'est devenu quelque chose d'opérationnalisable qui te défend et que le législateur t'oblige à avoir pour être plus efficace et pas tomber demain sous les coups d'une attaque d'un acteur. Donc je pense que ça a été très longtemps quelque chose qui était peut-être un peu de l'ordre du oui, il fallait. Maintenant, c'est quelque chose de l'ordre de si je l'ai pas, je me mets vraiment en risque et en plus je me mets en risque législatif, d'un point de vue de la loi, pardon. Donc il y a des risques pénals. Il y a un risque pénal et je trouve à ce titre d'ailleurs il faut rendre justice à nos législateurs. Ils ont fait du bon taf entre Dora, Nice 2, le RGPD. C'est des règlements qui font référence mondialement maintenant. C'est-à-dire que les autres pays prennent exemple sur la normalisation faite par les Européens. On a entendu beaucoup de choses sur trop de lois, trop de normes, tue le business, etc. Ouais, enfin on voit ce qui se passe aux États-Unis. Laisser tout ça en vrac, c'est pas forcément la meilleure des idées pour le consommateur final ou voilà, qui pourra pas se retourner contre une boîte qui a leaké ses datas, tu vois, et qui pourra pas changer sa date de naissance ou son numéro de sécurité sociale. Bon là, aux États-Unis, c'est bon, c'est la fête, tu fais ce que tu veux, tout le monde s'en fout. En Europe, tu peux pas, et c'est très bien. C'est très bien, tu es obligé d'être sérieux, et je pense qu'il faut rendre grâce à nos législateurs là-dessus. Ils ont fait du bon taf, et ça inspire le monde entier. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Philippe pour cette belle introduction de la Threat Intelligence chez CrowdSec. Ouais. Je te laisse là et à très vite alors. À très vite Adrien, merci. Merci beaucoup.